3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est avec nous ce soir, le responsable des stratégies sur les marchés de capitaux de Tikehau Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Frédéric Rollin de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. D'être conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Et Franck Dixmier nous accompagne également ce soir. Bonsoir Franck. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur monde des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Franck, fut un temps dans un monde qui n'est pas si lointain, un conflit géopolitique tel qu'on le connaît aujourd'hui, à savoir une guerre d'une intensité importante aux portes de l'Europe, impliquant une nation nucléaire comme la Russie. Je ne vous fais pas le décor. Fut un temps, ce genre de situation aurait retenu la main de pas mal de banquiers centraux de la planète. Ça n'est plus le cas. Ce qui est une confirmation quand même que le régime en matière de politique monétaire a bel et bien changé de manière profonde. Et donc, malgré une incertitude maximale, une volatilité de marché importante, une volatilité économique importante également, la Fed va monter ses taux pour la première fois demain. Oui, alors c'est annoncé et c'est très inhabituel parce que Jérôme Powell a préempté en fait la décision de la Fed devant des représentants du Sénat la semaine dernière en annonçant donc une hausse de 25 points de base. Ben, il était temps en fait. Il était temps parce que ce virage très très graduel de la Fed vers un resserrement monétaire, il est annoncé depuis quelques semaines. Mais on était dans une situation assez ubuesque où l'inflation ne cessait de grimper, ne cessait de surprendre à la hausse, alors que la Fed achetait encore dans le marché. Son programme a cessé donc fin février. Elle n'achète plus dans le marché. Donc la séquence annoncée va se réaliser. On va voir la première hausse de taux. Mais c'est une première hausse de taux de 25 BP donc, qui va plaire à personne en fait. Qui va plaire à personne parce que 25 BP par rapport au contexte inflationniste et par rapport au choc inflationniste qui menace, très difficile à quantifier précisément, mais qui menace, avec non seulement la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix alimentaires, de beaucoup d'inputs, beaucoup d'entrants, avec en plus peut-être, on va sans doute en parler, ce choc sanitaire qui touche la Chine à nouveau, avec une stratégie zéro Covid qui se traduit par des confinements, notamment de la Shenzhen. Donc on peut encore attendre un phénomène qu'on a vu à l'œuvre en 2020, en 2021, donc pas mal de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Donc tout ça est très inflationniste. On a une inflation qui tangente les 8% aux États-Unis. L'inflation cœur aux États-Unis est au-delà des 6%. Et on commence à avoir des effets de second tour aux États-Unis, ce qu'on ne voit pas en Europe. Les effets de second tour, c'est la hausse des salaires. On a plus de 4,5% de hausse des salaires. Et comme souligné dans le livre beige de la Fed, qui a été publié il y a 10 jours, il y a de plus en plus de faits qui valident cette capacité pour les entreprises américaines à imposer leurs prix. Et dans un comportement assez opportuniste, finalement, quand l'inflation se généralise, finalement, en tant qu'entrepreneur, pourquoi pas moi, quoi. Et ça se traduit par des hausses de prix qui sont extrêmement larges dans l'économie américaine. Les anticipations d'inflation aussi sont orientées à la hausse. Et ça, c'est pas bon. Les break-even à 5 ans aux États-Unis, donc les points morts sur les obligations indexées inflation, qui sont un bon baromètre des anticipations moyen terme des marchés, sont à 3,5. Ouais. On était à 3% il y a quelques semaines. Donc on a pris quand même 50 BP en l'espace de quelques semaines. On a un 5 ans dans 5 ans, ça c'est le baromètre préféré de la Fed, qui est à plus de 2,60 aux États-Unis. Donc il fallait agir. Ils n'ont pas le choix. Alors pourquoi ça va plaire à personne ? Parce que 25 BP, c'est sans doute pas assez par rapport à ce qu'il faudrait faire, ce qu'il aurait fallu faire. S'il n'y avait pas eu de guerre, il faisait 50 ? Mais probablement. Je pense probablement. En l'annonçant, ça passait. Ça passait. Et 50 BP, ça ne plairait pas non plus. Parce que Powell l'a dit. Il l'a dit devant le Sénat. Il a dit qu'il ne veut pas ajouter de la confusion au désordre de marché. Ouais. La volatilité à la volatilité. Voilà, il ne veut pas ajouter de la volatilité à la volatilité. Donc, on va avoir 25 BP. On va sans doute avoir un discours où il va encore employer les mots nimble, donc agile. Donc, la Fed va pouvoir calibrer ses hausses de taux futurs entre 25 et 50 BP au cas où. Mais il y a quand même quelque chose d'assez important, c'est que les marchés commencent à anticiper un risque de récession sur un horizon 2024 aux États-Unis. On a déjà des baisses de taux qui sont pricées dans le marché, 2 baisses de taux de 25 BP en 2024. On en a 7 hausses en 2022, 3 en 2023. Donc il faudra aller vite, si vous voulez. Mais ce qui est assez intéressant, et je crois que les marchés font très très bien la différence entre l'urgence, ce qu'il faut faire tout de suite là, et puis ce qui pourrait se passer plus tard. Mais la priorité, c'est donner un signal fort sur l'inflation.
Frédéric, comment est-ce que le marché va accepter la hausse de 25 points de base de la Fed demain soir? On en parle depuis tellement longtemps. Voilà, c'est une fatalité d'une certaine façon. C'est vrai que forte hausse de la volatilité de marché, révision à la baisse de la croissance, c'est en général le moment où les banques centrales accourent pour sauver les marchés. Là, c'est impossible. La Fed est déjà beaucoup trop en retard. Donc, 0,25 points, je pense que c'est tellement attendu que, voilà, certaines déceptions peut-être, mais de toute façon, qui est très content quand la Banque centrale américaine commence à resserrer sa politique monétaire, peu d'actifs en général en bénéficient. Je crois que les questions maintenant qui vont se poser, c'est quelle va être derrière le discours, quel va être le sentiment que Jérôme Powell va donner quant à son analyse de l'inflation. C'est vrai que on avait jusque-là, c'était finalement la feuille de route était assez claire. On avait des confinements, des goulets d'étranglement. Ça faisait monter les prix, surtout certains prix. Il y avait en plus quand même un plan Biden qui avait été plutôt généreux et qui permettait aussi une sorte d'effet d'entraînement. Mais les confinements allaient se réduire et puis l'inflation allait baisser. Là, on a un deuxième choc inflationniste qui est celui du choc sur l'énergie, dû déjà à la forte croissance économique qu'on a jusque-là et puis au conflit ukrainien. Puis peut-être un troisième choc avec une nouvelle tournée de confinement en Chine. Donc quelle est la réponse de la Fed ? Un choc inflationniste, c'est récessif, c'est déflationniste à terme. 3 chocs inflationnistes à la suite. Ouais. On continue. Est-ce que ça risque pas de créer quand même des ancrages d'anticipation d'inflation ? On le voit sur le marché, on le voit aussi quand on pose des questions aux consommateurs américains. Ils voient quand même de plus en plus l'inflation durable. Donc quelle va être l'analyse de la Banque centrale là-dessus ? Les derniers messages, quand même, de beaucoup de gouverneurs sur le sujet n'ont pas été très rassurants. Donc on va voir ça, mais je dirais quand même la Fed a déjà pris un ton plutôt sévère. Donc est-ce qu'ils vont l'être encore plus ? Ça va être analysé. Et puis enfin, quand est-ce qu'ils vont commencer en plus à revendre les obligations ? Là-dessus, ça va être une question. Mais oui, je partage l'analyse. Il faut le faire. Nous, on pense que 0,50, c'est pas la peine. Effectivement, on était plutôt de l'avis de ne pas rajouter de la volatilité à la volatilité, mais néanmoins, la Fed est obligée aujourd'hui de se montrer sévère. Elle ne viendra pas au secours des marchés. Elle n'a pas envie, à la limite, si elle est prête à réduire la croissance, elle réduira l'inflation en même temps, mais une croissance qui se réduit toute seule sous la force de l'inflation pour arriver à la stagflation, ça c'est probablement ce qu'elle veut éviter, c'est son rôle. Elle a une pression politique là-dessus, elle va agir maintenant. Bon, je sais qu'on en discute depuis un moment et que vous avez tous intégré que les choses avaient changé, mais quand même, encore une fois, on vit depuis 10, voire 15 ans avec l'idée d'un put permanent des banques centrales. Là, on va avoir demain soir la confirmation, on l'a eu déjà d'une certaine manière avec la BCE la semaine dernière, ce put, cette protection gratuite offerte par les banques centrales depuis la grande crise financière de 2008, ce put est suspendu au moins jusqu'à nouvel ordre, Raphaël. Il est suspendu, il a disparu. Maintenant, les marchés vont devoir se comporter comme des grands tout seuls, sans ce soutien permanent, implicite. Et c'est vrai que pour les banquiers centraux, c'est vraiment la situation catastrophe. C'est cette inflation qui remonte à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 40 ans, c'est de ça dont il s'agit, avec des perspectives pour qu'elle perdure beaucoup plus longtemps qu'attendu, donc une grosse pression inflationniste. Une croissance qui ralentit, qui risque potentiellement de ralentir très fort également. Et donc, dans ce double mandat qu'a la Fed de soutenir l'économie d'une part, tout en maintenant une inflation à 2%, on sent qu'il y a un paradoxe qui va être difficile à résoudre. Et donc là, la Fed est coincée. La Fed a fait une erreur de politique. On le sait maintenant, elle s'est trompée sur l'inflation, elle n'est pas la seule, les économistes au sens large se sont trompés ces 18 derniers mois sur l'inflation et son caractère transitoire, et aujourd'hui il faut rembobiner. Donc le chemin qui se dessine, il est très étroit, effectivement la Fed fait le pari de remonter vite, mais pas trop fort quand même. On est quand même en train de faire le pari que l'inflation devrait atterrir au deuxième semestre, se stabiliser. On espère que le choc sur les matières premières est un choc temporaire lié à l'Ukraine, mais qu'on a peut-être atteint des points hauts et qu'on baissera à partir de là. C'est un peu un pari. On n'en sait rien. Et peut-être que l'inflation va continuer à surprendre. Oui. Et peut-être que 25 points de base et effectivement un quantitative tightening, donc une vente d'obligations qui n'arrive pas encore, ça peut paraître un petit peu dérisoire. Donc ça, c'est un peu un pari, on va voir, c'est dangereux.
Alors, le marché, on peut dire, lie à peu près bien la trajectoire de la Fed. Les 25 points de base ont été préannoncés. On tourne depuis plusieurs semaines maintenant autour de 5, 6, 7 remontées de taux cette année. Une petite pensée pour Mme Lagarde quand même, qui a elle aussi un job très compliqué en ce moment, qui a le désavantage d'avoir une économie qui est beaucoup plus dépendante vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, premier point. Beaucoup plus dépendante aussi en termes de matières premières du gaz russe, c'est 40% de notre consommation en Europe, et qui est encore plus en retard. Donc déjà, une première partie d'ébauche de problèmes qui est compliquée. En parallèle, il y a cette notion de périphérique versus noyau. Comment faire pour gérer d'une part une remontée des taux sans que les taux périphériques s'envolent? Donc on comprend qu'en fait, il y a une équation extrêmement compliquée côté US et côté Europe, elle est quasiment insolvable. Pourquoi serions-nous la seule banque centrale qui ne devrait pas réagir? C'est comme ça que Christine Lagarde présentait les choses la semaine dernière. Franck, vous aviez un commentaire. Moi, sur la Fed, est-ce que la Fed, effectivement, l'idée de ne pas vouloir ajouter de la volatilité à la volatilité, est-ce que ça veut dire qu'après les 25 points de base de demain soir, la Fed va essayer de tracer une feuille de route prévisible, prédictible pour les investisseurs, en tout cas fixer quelques variables clés qui permettront au marché d'avoir un guidage à peu près correct? Oui, ben, on va rentrer dans ce qu'on appelle la data dependency. Donc ça va être lié aux chiffres d'inflation qui vont sortir. D'accord. Donc c'est pas très prévisible alors quand même. Non, mais enfin, il n'est pas tout à fait exclu qu'on ait un chiffre d'inflation de 10. chiffres. Ah bah bien sûr, 10, donc, 10 en mars, bien sûr. C'est même ce qu'on a dans les cartes en fait, sur les prochaines semaines. Bien sûr. Donc la Fed, en fait, elle a tous les arguments. Elle a tous les arguments pour monter ses taux et à la limite, ça devrait passer. Mais je voudrais juste réagir au put des banques centrales. Je pense qu'il est là. Je pense qu'il est là, mais qu'il est un peu plus loin. Il est simplement un peu plus loin. Et quand vous regardez quand même ce qui est anticipé aujourd'hui dans le marché, eh bien, c'est pas grand-chose. Par rapport au cycle de resserrement qu'on a pu connaître les années, dans l'histoire, et par rapport au point de départ, il ne faut pas oublier qu'on part de zéro quand même aux États-Unis, qu'on part de moins 0,50 en zone euro. Il n'y a pas grand-chose de pricé dans le marché. Le taux d'équilibre, on le situe entre 2 et 2,5. Ouais. Et après, on a des anticipations de baisse des taux. Donc, les marchés ont intégré que les banques centrales étaient réticentes à faire ce job. Et on l'a vu, enfin, en novembre, Powell employait encore le mot transitoire pour qualifier l'inflation. Ils étaient réticents. Ils le font sous la contrainte, sous la pression politique, c'est absolument évident, sous la pression des marchés, des consommateurs. Il faut ancrer les anticipations d'inflation, mais c'est un peu à leur corps défendant. Donc ils ne vont pas aller non plus trop loin. Bon, je ne sais pas s'il y a des commentaires encore spécifiques sur la Fed et les banques centrales. Je voulais qu'on en vienne un peu aux affaires russes, entre guillemets. Frédéric, demain, l'État russe doit payer 117 millions de dollars d'intérêts sur une obligation souveraine. Le risque, c'est que l'État rembourse en roubles, si j'ai bien compris, cette obligation dénommée en dollars. Et ce serait donc, bon, techniquement ou symboliquement, un défaut qu'on n'aurait plus vu depuis 1917, je crois. C'est ce que j'ai vu. 98, c'était un défaut sur des obligations en roubles. Depuis 1917, la Russie n'a jamais fait défaut sur une obligation libellée en devises étrangères. Bon, est-ce que c'est un sujet important? Qu'est-ce qui vient derrière? Parce que 117 millions d'intérêts de paiement, c'est pas grand-chose, mais derrière, il y a quand même des milliards, dizaines de milliards de dettes souveraines russes qui sont en circulation. Donc, est-ce qu'il y a un sujet de marché, voire un risque un peu systémique derrière l'idée d'un défaut de la Russie? Ouais, c'est vrai qu'au moins en 1917, on avait un bel emprunt russe, on pouvait décorer son appartement éventuellement. Là, c'est même plus possible. Mais au-delà de ça... Le papier servait, vous voulez dire? Au moins le papier servait. Voilà, il y avait, et puis c'était assez beau, c'est très décoré. Donc aujourd'hui, non, plus rien, véritablement. Donc voilà, Fitch, quand il avait encore la possibilité de noter, à noter le gouvernement russe simple C, donc juste avant D, comme dans l'alphabet, proche du défaut. Oui, c'est symboliquement et puis techniquement un défaut. Quand on paye un rouble, un engagement en dollars, c'est un défaut, voilà, tout simplement. Après 30 jours de délai de grâce, donc je crois que c'est le 16 avril que serait déclaré le défaut de la Russie. En termes, quand on regarde les engagements bancaires
en Europe et là où ils sont les plus importants. Je crois qu'en pourcentage du PIB, c'est relativement modeste d'une façon générale. Donc je ne pense pas que ce soit à même de remettre en cause, comme on avait eu par exemple pendant la crise de crédit en Europe. Voilà, c'est pas l'Italie quoi, en termes d'engagement des banques européennes. Donc quelque chose qui devrait passer relativement aisément. Après, maintenant, quand on est plus un stock picker sur les banques européennes, évidemment, voilà, l'engagement banque à banque, voilà, ou même, j'irais, sur le secteur bancaire. C'est une des raisons pour laquelle nous, il y a quelques temps, on a réduit le secteur bancaire. On est très surpondéré. Là, on se dit, voilà, sur l'économie en général, probablement pas d'effet important, probablement pas d'effet de contagion. En revanche, voilà, sur le secteur bancaire, c'est quand même un coup direct. Si on ajoute à ça le fait... Nous, on pense quand même que la BCE risque de temporiser un petit peu plus son resserrement monétaire parce que je ne partage pas tout à fait l'analyse qui a été donnée tout à l'heure. J'ai l'impression quand même que les hausses de salaire ne sont pas véritablement enclenchées en Europe. Ouais. Donc les effets de second tour ne sont pas encore là. Donc nous, on pense que la BCE a la souplesse. Donc continuer d'avoir des taux négatifs, tout ça pas très bon pour les banques. Plus, voilà, en plus, moins d'activité économique. Il y a une petite remise en cause quand même du cas d'investissement très clairement, on l'a bien vu, bancaire. Oui, on l'a bien vu c'est un des secteurs qui a le plus souffert depuis le déclenchement de la crise de la guerre en Ukraine. Ça se comprend assez bien. Mais je dirais, au niveau de l'économie globale, donc peut-être on va apprendre à un moment donné qu'il y a un effet domino, mais pour l'instant, on le voit pas. Et franchement, on l'estime très, très improbable. Sur l'idée d'un défaut russe, je sais pas, tout le monde a fait ses petits calculs, Raphaël, est-ce qu'il y a des points de vigilance importants ou ça reste à la mesure de ce que représente la dette russe pour l'économie russe et pour les marchés financiers aujourd'hui? Bon, c'est un événement de marché à surveiller pour les banques, effectivement, dans cet effet domino, contagion qui inquiéterait tout le monde. Je pense que c'est surtout une pièce supplémentaire dans cette photo globale qui consiste à dire que pour la première fois de l'histoire, on impose des sanctions qui sont drastiques à un pays qui est important dans le commerce mondial et vraiment connecté au reste du commerce mondial. On l'a fait dans le passé avec l'Iran, la Corée du Nord, Cuba, mais c'est la première fois qu'on s'essaye à taper fort sur un acteur incontournable. Et donc, on est quand même dans une zone d'incertitude qui est difficile à prévoir, assez inquiétante, qui mérite en tout cas prudence lorsqu'on gère du risque et qu'on gère du portefeuille. Parce que effet domino, il y a plusieurs canaux pour ce faire. Des canaux directs, on sait que des industries vont souffrir de leur exposition aux matières premières, aux matières agricoles et d'autres. Effectivement, les matières premières seront aussi un canal de transmission. Et puis on sait que sur le risque bancaire, c'est un risque de domino, de contagion. La photo des expositions directes ne suffit pas à donner le risque potentiel derrière l'événement. Donc grande prudence. Effectivement, si on prend l'événement seul, de manière individuelle, les montants ne sont pas faramineux, les expositions sont faibles, mais c'est ce risque de domino qu'on doit garder à l'œil. Bon, et d'ailleurs, un mot des sanctions. Bon, il y a différents niveaux de sanctions. Il y a des sanctions très médiatiques. Et puis, il y a celles dont on parle un peu moins, mais qui sont majeures. Tout le monde a noté, dans l'arsenal de sanctions déployé par l'Occident, le point majeur autour du gel des actifs de la Banque centrale russe à l'étranger. Plus de la moitié des actifs ont été gelés aujourd'hui. Ce qui crée, encore une fois, vous l'avez dit, visant un acteur majeur du commerce mondial, de l'énergie, de la production de matières premières, etc. Ce qui crée quand même un précédent majeur. Cette arme, il fallait sans doute la créer, c'est ce que je comprends effectivement, c'était nécessaire au regard de l'agression russe contre l'Ukraine. Néanmoins, c'est une arme qu'on a créée comme ça de toutes pièces. Est-ce qu'on en maîtrise tous les tenants et les aboutissants? Et certains imaginent qu'on a peut-être même créé un précédent qui va modifier, remodeler l'ordre monétaire mondial. Pour dire les choses simplement, ça va faire réfléchir quelques banques centrales dans le monde sur la diversification de leurs réserves de change, pour dire les choses. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. Vous posez une excellente question. Quelles vont être les conséquences de ces attaques monétaires ? Finalement, c'est très incertain. Si on prend la photo de l'économie russe aujourd'hui, elle est en lambeaux, elle est à genoux. On a vu effectivement les réserves de la Banque centrale sont maintenant figées, ou en tout cas pour la moitié d'entre elles. Les oligarques qui sont vraiment au centre du jeu économique se désolidarisent du pouvoir. On voit que l'économie a un risque aussi en termes de bancaire, avec un système bancaire qui est très fragile. Donc on a clairement mis l'économie russe à genoux, ce qui, je peux imaginer, a ses avantages en termes géopolitiques. On force
président Poutine a négocié, mais en termes économiques, va avoir des conséquences sur le long terme. Et là, on rentre dans ce que vous décrivez, un jeu qui est complexe, qu'on n'a jamais vraiment eu à gérer avant. Et sur la partie, effectivement, devise, on ouvre une boîte qui est une nouveauté. Effectivement, maintenant, la devise, en l'occurrence le dollar, dirons-nous, est devenue une arme géopolitique. C'est plus seulement une réserve de valeur, c'est plus seulement un moyen de transaction, c'est devenu une arme politique. Détenir du dollar, c'est un geste politique. Et peut-être que ça va faire réfléchir certains régimes. On l'a vu aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle considérait accepter des yuan pour se faire payer de son pétrole auprès de la Chine. Quid d'autres acteurs à travers le monde. Maintenant, détenir du dollar dans ses réserves, c'est prendre un risque, finalement. Un risque extrême, peut-être un risque de queue. Mais si on ne se sent pas suffisamment proche des États-unis. Voilà, c'est un alignement politique, finalement, d'accepter du dollar. Et c'est vrai que ça n'avait jamais été formulé dans ce sens. On parle beaucoup autour du Bitcoin et du fait que les monnaies sont devenues manipulées, que ce sont non seulement du pouvoir central, mais des politiques monétaires sont devenus des instruments de politique. Peut-être que là, on a un exemple supplémentaire. En tout cas, ça va être un développement intéressant à suivre. Ouais. Cette politisation là, de sujets monétaires, financiers, c'est des questions un peu de long terme, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà des réflexions à avoir sur cette question-là, Franck? Encore une fois, on a détruit en quelques heures la signature d'un État souverain, qui était une signature en plus pas mal appréciée par les investisseurs. C'est une signature très robuste. Parce que très robuste, des excédents multiples. Mais voilà. Marginal. Donc, sous la pression politique, du fait politique, on peut détruire une signature souveraine telle que celle de la Russie aujourd'hui. Encore une fois, ça peut faire réfléchir. Le gel des avoirs d'une banque centrale comme celle de la Russie, ça peut faire réfléchir. Mais le monde a basculé. On a vraiment le sentiment qu'on rentre à nouveau, parce que je pense que nos parents ont dû vivre ça avec la guerre froide, mais dans une logique de confrontation de blocs. Donc, on était dans un phénomène de globalisation avec des échanges. On l'a vu quand ces échanges ont été bloqués par des lockdowns en Chine, etc. On a pu mesurer à tel point on était dépendant dans une chaîne de valeur de production d'input produits donc dans d'autres zones géographiques. Mais là se pose cette nouvelle logique de confrontation avec un impératif stratégique d'autonomie d'approvisionnement sur des actifs clés. C'est l'énergie, c'est l'alimentation, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la crise alimentaire qui vient va être absolument terrible. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment mesurer les conséquences. C'est ce que disent les prix, c'est ce que disent les prix aujourd'hui. C'est ce que disent les prix. Voilà, c'est ce que disent les prix. Donc, je crois qu'on est un peu dans un phénomène de sidération aussi. Depuis 2 semaines, c'est très très compliqué de mettre des mots et d'essayer d'anticiper ce monde d'après. Mais ça va être extrêmement compliqué et inflationniste. Je pense que ça, c'est quand même ce qui se dégage de toutes ces tendances-là. On pressent ce choc négatif de croissance, mais ce choc inflationniste qui va venir percuter les économies développées. Et pas seulement les économies développées. Il restera un peu de croissance ou parce que l'état inflationniste ou stagflationniste, certains économistes disent que c'est pas un état stationnaire. C'est à un moment, il y a une course entre l'inflation et la croissance qui, à un moment, tue le GDP, quoi. Ouais. C'est cette course qui est engagée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très très difficile de paramétrer tout ça. Oui, je comprends. Il faut rester assez humble, mais le risque extrême, c'est ce que vous sous-entendez, c'est la stagflation. Alors, on n'en est pas là, On n'en est pas là. Stagflation, c'est croissance plus ou moins nulle. On parle de choc stagflationniste aujourd'hui, mais pas d'état stagflationniste. Non. Pour l'instant. Non. Oui, non, mais on apprend à être de plus en plus humble. Il fallait déjà l'être avant, mais je crois que maintenant, effectivement, on peut tout remettre en question à chaque fois. Non, sur les sanctions et notamment le gel des actifs de la Banque centrale, je ne sais pas s'il y avait un commentaire à faire là-dessus. Il y a des sanctions sans précédent. C'est vrai qu'on discutait de bloquer l'accès au système SWIFT comme, je dirais, l'arme nucléaire, la sanction la plus sévère. Et puis finalement, une sanction encore plus sévère est arrivée. Avec cette fermeture de l'accès au dollar en quelque sorte aux Russes. Je crois que c'est un message. C'est un message envoyé à la Chine aussi ou pas quelque part. Moi, je crois que ça peut faire réfléchir. Toute personne il y a eu 7 heures de discussion hier qui voudra à un moment donné effectivement commettre des actes géopolitiques de cette ampleur. Enfin voilà, c'est tout.
c'est assez rare quand même, enfin je crois, qu'un pays veuille d'un seul coup envahir un voisin de 44 millions d'habitants, comme ça, sans prévenir. Voilà, je crois que c'est Woody Allen qui disait, quand j'écoute Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Je crois que voilà, tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit-là. Donc je pense que finalement, est-ce qu'il y a eu des questions sur, voilà, est-ce que finalement le dollar ne perd pas de son intérêt? Oui, peut-être pour les rares pays qui auraient ces velléités-là. Alors justement, question maintenant, la Chine, qui voilà, manifestement a des vues sur ses voisins et considère que Taïwan fait partie de son territoire. Là, je pense qu'il y a une question là-dessus, mais je pense que nous on pense... Alors, la Chine détient plus d'1 trillion de dollars de treasuries en réserve. Je vais tenir le même raisonnement, si vous voulez, c'est peut-être la fragilité, le même raisonnement qui consistait à conclure que Poutine n'irait pas en Ukraine. C'est-à-dire que le raisonnement purement économique, d'intérêt économique, où on dit, voilà, la Chine... Comme Poutine n'avait pas l'intérêt, c'était un gros morceau quand même, et ça allait lui coûter très cher, on peut dire, nous on pense que... Voilà, je pense que les analystes se sont trompés là-dessus. Il avait un autre agenda. Nous, il nous semble que voilà, l'agenda aujourd'hui de la Chine, c'est quand même son développement économique, sa stabilité domestique. Et donc, elle va maintenir assez probablement cette espèce de neutralité qu'elle a réussi aujourd'hui à conserver. Je pense que les États-Unis essayent de s'en assurer parce qu'ils ne voudraient pas que sous la table ou en secret se passent des choses qui, une fois révélées, en plus, deviendraient extrêmement regrettables et mettrait toutes les diplomaties en grande difficulté. Donc voilà, je pense qu'il faut mieux prévenir que guérir. Voilà. Maintenant, si effectivement la Chine s'engage du côté de la Russie dans le conflit, on parlait de changement, de basculement. Là, voilà, là, on bascule une deuxième fois. C'est les montagnes russes. La Chine qui a déjà pas mal de fer au feu, si je résume. Donc, crise sanitaire non seulement loin d'être terminée, mais qui repart. 5 000 cas positifs officiellement détectés hier. Ça donne 45 millions de personnes confinées en 48 heures. Donc, toujours ce zéro Covid. Crise immobilière, alors là, qui est un puits sans fond. J'étais resté sur l'idée que la situation était fixée, circonscrite. Que nenni, le secteur continue de s'effondrer sur le plan du crédit notamment. Crise boursière, la tech chinoise, on pourra en parler, mais qui se fait massacrer avec là aussi des risques géopolitiques derrière. Dans une année 2022 qui doit être une année de succès pour Xi Jinping en vue de sa réélection. Ça commence mal. Alors oui, pour les actions chinoises... J'entendais encore il y a quelques jours, finalement, peut-être qu'investir dans les actifs chinois, ça permet de se décorréler un peu du reste du monde, de la situation, ça offre un peu de diversification, voire un peu de surperformance. C'était un narratif qui était en train de se construire. C'est un narratif même que nous avions construit nous-mêmes, puisque nous sommes acheteurs aujourd'hui d'actions chinoises. Donc voilà, ça remue un peu le couteau dans la plaie. Mais c'est vrai qu'en termes fondamentaux, jusqu'à maintenant, en tout cas, les chiffres économiques chinois sont plutôt bons. Les derniers chiffres étaient même en général en amélioration. Et c'est vrai que si, d'un côté, on a des événements de crédit assez importants, les promoteurs ne seront peut-être pas sauvés par le gouvernement. Effectivement, j'ai une pensée pour les investisseurs high yield sur obligations au rendement, sur les obligations asiatiques ou sur les obligations chinoises. On avait quand même quelques statistiques un petit peu meilleures, notamment sur l'immobilier, sur le fait que les surfaces vendues étaient en train d'augmenter. Voilà. Une banque centrale plutôt accommodante, donc je pense que fondamentalement, quand même, et des valorisations plus faibles, il y a d'assez bonnes raisons, il y avait en tout cas d'assez bonnes raisons pour investir sur les actions chinoises. Alors, 3 événements qui est consécutif. D'une part, de nouvelles menaces sur Tencent qui laissent penser que peut-être l'avalanche réglementaire pourrait reprendre. Ça nous paraît à ce stade pas le plus important, mais à surveiller. Deuxième point, cette possibilité de ce fameux Dragon Bear, donc la Chine, l'ours russe qui s'allierait et donc du coup une déglobalisation très très rapide qui pénaliserait les actions chinoises. Ça nous paraît, je disais tout à l'heure, assez improbable. Et puis, plus sérieux quand même, effectivement, le variant Omicron qui arrive en Chine et les autorités chinoises qui continuent de mettre en place une politique zéro Covid, je dirais, presque contre toute logique, puisque on sait que le variant Omicron aujourd'hui est quasiment impossible à arrêter. On l'a vu à Hong Kong.
à Hong Kong, ils ont mis en place des confinements extrêmement drastiques, interdit de se réunir plus de 2 personnes dans la rue, donc interdit de se réunir en fait, quasiment. Je crois que c'est 4 personnes chez soi, 2 couples, enfin bon, voilà, c'est extrêmement drastique et pourtant on a une explosion de l'épidémie. Donc c'est vrai que si la Chine s'enferre dans cette politique de zéro Covid, alors à ce moment-là, elle peut mettre des confinements de plus en plus drastiques. Probablement, en tout cas, voilà, à moins qu'il y ait une réussite formidable là-dessus, mais ce qu'on voit rend la chose très délicate quand même. Donc avec des résultats faibles, donc encore une surenchère de confinement, et là, ça peut coûter cher maintenant. C'est un petit Black Swan quand même là. Parce que tout le monde nous disait, vous verrez, après les JO, ce sera la fin de la stratégie zéro Covid en Chine. Alors, pas tout le monde. C'était une possibilité, mais aujourd'hui... Je l'ai suffisamment entendu pour pouvoir le ressortir aujourd'hui. Donc, mais c'est Frédéric et puis... Je pense que le gouvernement chinois a quand même un assez bon track record sur ses décisions. Aller... je dirais, vers l'erreur de façon aussi, uniforme et paraît quand même improbable à ce stade-là. Donc, on regarde. Mais effectivement, les actions ont beaucoup souffert ces derniers jours. Ouais. Franck ? Non, juste un mot. D'un point de vue macro, en fait, quand on regardait la croissance 2021, elle était quand même extrêmement déséquilibrée. Il y avait déjà cette faiblesse de la demande interne. Sur les 6% de la croissance en Chine qu'on a eu en 2021, 5% viennent des exports. Bien sûr. Donc c'est une économie encore extrêmement tirée par la croissance mondiale, d'où aussi cette sensibilité au choc géopolitique, d'aversion pour le risque, etc. Et dans un contexte de faiblesse de demande interne, donc avec une banque centrale effectivement en soutien. Il y a des moyens, il y a des moyens budgétaires, il y a des moyens pour la banque centrale de soutenir tout ça. Mais effectivement, ça paraît un peu fragile. La PBOC qui a déjà assoupli en début d'année, qui se réunissait aujourd'hui, qui a décidé de passer son tour. Il n'y a pas eu d'annonce particulière, mais tout le monde attend effectivement une poursuite de l'assouplissement monétaire de la part de la Banque centrale chinoise. Sur la situation en Chine, qu'est-ce qui vous intéresse, Raphaël, chez Tikehau ? Et puis, parlons de la tech. Alors, il y a la tech chinoise qui se fait effectivement massacrer, mais d'autres compartiments technologiques souffrent. La tech américaine souffre également, y compris depuis le début du conflit ukrainien. C'est très intéressant de noter que, contrairement à la crise pandémique, les grandes valeurs de croissance américaines n'ont pas servi de refuge depuis 3 semaines. Non, absolument. Sur la Chine, effectivement, on constate qu'il y a une espèce de déconnexion grandissante entre les fondamentaux d'une part et ce qu'en font les marchés d'autre part. Et on l'a vu aujourd'hui, je crois que la Chine, l'indice chinois n'a jamais été aussi peu cher comparé aux indices mondiaux aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a de la valeur sur investissement long terme ? Probablement, difficile à dire. Nous, notre analyse, et on a des équipes sur place qui investissent sur le marché chinois, en particulier sur la partie crédit, c'est que c'est un marché qui est devenu très difficilement investissable pour l'investisseur rationnel qui investit son capital patient de manière raisonnable, encore une fois. On a des émetteurs chinois qui ne suivent pas exactement les règles du jeu, on va dire, de la finance mondiale. On se rend compte que des dettes sont cachées hors balance sheet et réapparaissent au dernier moment. On se rend compte aussi que l'interventionnisme du gouvernement est extrêmement difficile à lire, extrêmement difficile à prédire. Donc on peut avoir tout d'un coup un changement des règles du jeu qui fait que peut-être que pour l'investisseur, encore une fois, qui fait cette analyse fondamentale de qualité qu'on aime à faire chez Tikehau, c'est pas un terrain pour nous. Donc ça, c'est notre vue sur la Chine. On en reste, en tout cas pour l'instant, éloigné. Sur la tech, c'est intéressant et c'est effectivement un bon moyen de faire le lien parce qu'on le sait, les technologies chinoises souffrent dramatiquement aujourd'hui. Elles se sont aussi énormément corrigées. Et elles sont très peu chères comparées aux tech américaines, moins chères depuis 2014. Et c'est globalement une tendance générale du secteur de la tech. On peut parler potentiellement de plusieurs critères qui ont nourri la croissance du secteur technologie ces 2 dernières années et qui sont en train de s'inverser. Il y a un premier critère qui fait que la pandémie a été évidemment un facteur positif pour nombre de ces compagnies. Et finalement, la croissance de plusieurs années s'est concentrée en quelques mois à la sortie de la pandémie. Donc on a un peu front-loadé cette croissance. Et aujourd'hui, cette croissance, elle ralentit et ça paraît naturel. On parle par exemple de Peloton, exemple parmi tant d'autres. On a tous acheté des vélos Peloton, pas besoin d'en racheter un deuxième. Bien sûr, très clair. Donc ça se renverse. On a aussi constaté chez nombre de ces compagnies des sous-investissements en CAPEX
pour optimiser les marges, optimiser les EPS et faire croître la valeur de l'action. Et ce sous-investissement en CAPEX, qui est d'ailleurs une thématique assez générale de nos économies, sur lequel on communique beaucoup chez Tikehau. Il n'y a pas eu d'investissement dans le cycle précédent. Exactement. Et aujourd'hui, ça revient au galop et ça rattrape ces économies et ces compagnies, pardon. Et puis le dernier critère, c'est que les multiples se sont évidemment envolés, ils sont devenus intenables, exubérants, spéculatifs, vous choisissez l'adjectif, et qu'aujourd'hui, il y a un retour de manivelle qui est dans des proportions similaires au mouvement à la hausse qu'on a vu. On a aujourd'hui, par exemple, Zoom traite en dessous de son niveau Covid. De mars 2020, ouais, c'est ça. Donc, on était avec une compagnie qui était naissante et start-up. Aujourd'hui, c'est une compagnie avec une... Netflix aussi, parce que Zoom, c'est plus nouveau, mais une boîte comme Netflix est revenue sur ses cours pré-pandémiques également. Netflix, pareil. On peut parler Facebook, qui est une boîte qui déclenche de l'émotion. Donc, il y a toute une conversation à avoir. Mais Facebook, en termes d'earnings, on est revenu au niveau de valorisation du Covid. On est à 9 fois les profits. C'est des niveaux qui sont extrêmement déprimés. Donc, ce retour de manivelle, il est dans les proportions similaires au mouvement à la hausse qu'on a vu. Et conclusion pour l'investisseur chez Tikehau, c'est déjà un marché d'opportunités sur la tech, de ce point de vue-là, ou est-ce que le changement de monde est tel que le nouveau régime de marché fait que les opportunités sont ailleurs ? Alors, la réponse qu'on va faire sur la tech, c'est un peu la réponse qu'on va faire sur l'ensemble du marché. Ouais. Le marché nous inspire grande prudence et on est prudent dans nos allocations, on garde des liquidités, ça c'est un commentaire général. Mais le marché est caractérisé par une grande dispersion. C'est-à-dire que dans ces dislocations de marché, on voit de grands écarts de performance, de rendement, de valorisation, et c'est très vrai sur la tech. On a aujourd'hui des très belles entreprises sur la tech, dans le segment du cloud, de la publicité en ligne et d'autres, qui traitent à des multiples très décotés, sous les multiples de marché, pour des taux de croissance qui, même révisés à la baisse, sont quand même très attractifs. Et là, pour l'investisseur qui est capable de tenir la volatilité et de regarder à travers cet épisode court terme sur le long terme, on doit avoir de la valeur. Ouais. On m'a dit c'est un peu le retour du PEG. On va à nouveau rapporter la valorisation au rythme de croissance des entreprises. En tout cas, on va clairement, aujourd'hui, plus que jamais, il faut s'écarter de ces prévisions court-termistes qui sont de toute façon destructrices de valeur pour l'investisseur et prendre ces jumelles long terme, regarder sur des cycles beaucoup plus longs pour aller trouver de la valeur dans le marché. Bon, sur les marchés obligataires, sur les marchés de crédit, quels sont les quelques points clés là, d'une stratégie que vous pouvez porter chez Allianz, Franck ? Alors, les points clés, c'est qu'on a deux dimensions à prendre en compte et qui sont antagonistes sur la direction des taux. C'est des phénomènes d'aversion au risque, haute volatilité, donc flight to quality. Et d'un autre côté, la dimension fondamentale. Et le message délivré par les banques centrales est très clair. Ils vont monter leurs taux, ils sont décidés, donc on y va. Donc on va avoir des taux long terme un peu plus hauts. Ça paraît relativement écrit. Néanmoins, c'est très très compliqué d'ajuster son positionnement en termes directionnels sur les taux aujourd'hui. Donc on est vraiment pris entre deux feux. Par contre, sur le crédit, le résultat est le même. Que vous soyez dans un phénomène d'aversion au risque ou que vous soyez dans un phénomène de remontée des taux, alors même qu'on est dans un environnement de croissance anticipée plus faible que ceux qui prévalaient, c'est pas très très bon pour le crédit. Mais surtout, le crédit, plus il est leveragé, donc plus on descend dans la qualité de crédit, plus ce crédit est sensible à la volatilité. Et c'est ça qui nous réfrène aujourd'hui. On est plutôt dans une position d'attente sur nos portefeuilles de taux, relativement neutre. On a du cash sur nos portefeuilles crédit, parce qu'on a eu quand même sur la classe d'actifs investment grade d'énormes retraits, globalement, et surtout sur le marché européen. Donc ça fait très très mal. Alors la BCE était à l'achat encore ces derniers jours, donc ça a aidé quand même à fluidifier un peu le marché. Elle le sera plus bientôt, donc c'est un point de vigilance. Et il est vraisemblable, on ne le souhaite pas, mais qu'on soit quand même dans un phénomène d'escalade. On n'a peut-être pas vu le pire sur la crise ukrainienne. Il faut s'attendre à des pics de volatilité. Donc c'est trop tôt. C'est trop tôt pour investir sur des marchés quand même assez leveragés. D'accord. Bon, sur les positions que vous défendez chez Pictet Asset Management, déjà, exposition globale au risque, là, est-ce qu'il faut être cash, un peu, beaucoup, très ? Nous, on va rester humble. On a relativement peu de vision justement sur la suite des événements géopolitiques qui prennent le pas sur l'économie. On a tendance à faire des allocations sur notre analyse économique, nos anticipations de banque centrale. Là, il y a un phénomène géopolitique qui est difficile à maîtriser. Donc, nous, on a neutralisé
une bonne partie de nos portefeuilles. Je dirais qu'il y a deux positions essentielles qu'on a gardées. Une première, c'est une position comme la même que Franck défendait tout à l'heure, donc prudente sur les marchés du crédit. On a à la fois quand même une aversion pour le risque qui risque de demeurer, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, un resserrement monétaire, des révisions à la baisse de la croissance, et en plus, je dirais une tendance pour l'instant qui n'est pas très amicale. Donc voilà, on reste plutôt prudent, et ça fait un moment qu'on l'est, donc ça voilà, c'est plutôt bénéfique. Et puis on a cette position aujourd'hui sur les actions chinoises, voilà, qu'on a pris il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'était très déprécié. Maintenant, c'est très très déprécié. Les fondamentaux pour nous restent étaient plutôt bons. Donc voilà, pour l'instant, une banque centrale qui là au moins est plus amicale. Donc à ce stade-là, nous conservons. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir et de nous avoir éclairé avec votre analyse de marché du moment. Franck Dixmier était avec nous, le directeur monde des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Et Raphaël Thuin, responsable des stratégies sur les marchés de capitaux de Tikeo Capital.